merci aux organisateurs du congrès de m'avoir invité à participer à une présentation. Je ne sais pas si je dois remercier le conseil scientifique de la SKF de me demander de faire le contre de cette présentation, parce que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, hormis celui-ci. J'ai l'habitude de prôner justement la réhabilitation précoce comme une forme d'urgence, et je vous ai mis en fait la photo de la première diapositive d'une présentation que j'avais faite il y a 2 ans au CPLF qui s'intitulait « La réhabilitation précoce en réanimation, une forme d'urgence ». Et en faisant cette présentation, j'ai l'impression d'être ce petit mec-là qui est en train de s'autodétruire. Mais on m'a demandé de faire parler les données des articles, et donc on va faire parler les données des articles, et vous allez voir que malheureusement, au final, je ne suis pas vraiment sûr qu'il faille appliquer la réhabilitation précoce en urgence. Alors, quelques banalités. En France, environ 720 000 patients hospitalisés en réanimation. D'accord. Sur ces 720 000 patients, vous allez en avoir entre 40 et 70, vous m'entendez bien, entre 40 et 70 qui vont être intubés. D'accord. Et chez tous ces patients-là, intubés ou non, il y a une étude observationnelle, donc c'est la vie de tous les jours, qui nous dit 52% des patients sortiront avec une atteinte musculaire liée à l'hospitalisation en réanimation, que vous leur ayez fait une réhabilitation précoce ou non. D'accord ? Ça fait environ 300 000 patients par an. C'est pire qu'une manifestation de gilets jaunes. Encore quelques banalités. Et là, j'ai été d'accord sur certains points avec Pauline. L'atteinte musculaire, c'est une atteinte qui est précoce et rapide. D'accord ? Ça a été bien montré, et magnifique étude de Poutou-Chéry qui a publié dans le JAMA. Vous voyez, est-ce que la souris, elle apparaît encore les gilets jaunes, ils sont partout. Alors, oh bah, ils insistent. Hein. Alors, vous voyez des biopsies musculaires, donc AJ1 avec de belles fibres musculaires, et AJ7, vous voyez la même biopsie musculaire avec un infiltrat intercellulaire très important et une nécrose de ces filaments musculaires, et des modifications structurelles qui sont visibles à l'échographie. Donc dès J1, on a un déséquilibre de la balance anabolisme et catabolisme musculaire, et on va avoir des répercussions visibles à l'échographie musculaire à partir de J3, où on aura environ 7% de diminution de la trophicité musculaire du droit fémoral, et on va dépasser les 10% à 7 jours. Encore des banalités. Pauline l'a bien dit, elle a présenté longtemps les conséquences en fait des atteintes musculaires, mais ce sont des conséquences qui sont graves, et je suis totalement d'accord avec elle. Ça conditionne la survie du patient. Le muscle est directement lié à la survie du patient. Et là, il y a cette étude de Hermans dans l'American Journal qui montrait, en fonction du score MRC, donc par définition le score MRC à 48, pas de neuromyopathie de réanimation. Vous voyez ici, ça c'est une courbe de Kaplan-Meier. On part avec 100% de la population, et plus le temps passe, malheureusement des patients décèdent, et donc la proportion de patients diminue. Donc vous voyez ici les patients non neuromyopathes, donc une mortalité à peu près de 11%, et les patients ici qui vont avoir une sévérité plus importante, qui vont nettement décéder plus. Même étude de Tarek Charchar dans Critical Care Medicine en 2009, où c'était sur la mortalité hospitalière. Vous voyez que plus mon patient est sévère, plus la proportion de décès est importante. Les patients non neuromyopathes ici, et voilà, plus l'atteinte est sévère, plus la proportion de décès augmente. Donc, il y a des conséquences musculaires. Et Pauline nous a dit, ouais, c'est bien beau, on va les réhabiliter, on va empêcher la dégradation musculaire. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution, ou est-ce que c'est pas simplement une illusion ? Vous savez, nous en kinésithérapie, on se berce d'illusions. La solution, cette analyse de sous-groupe publiée dans Intensive Care Medicine, d'accord ? Donc ce n'est qu'une méta-analyse, c'est absolument pas un essai randomisé contrôlé, c'est sur 3 études, d'accord ? Donc à prendre avec beaucoup d'interprétations. Une tendance à dire, sur 3 études, effectivement, les patients qui avaient une réhabilitation précoce, donc early, donc il n'y avait pas vraiment de définition, avaient tendance à mourir moins. Néanmoins, j'ai envie de rappeler un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie, dans nos services de réanimation, dans les premiers jours. Je suis désolé, mais sur les 7 premiers jours, sincèrement, nos patients de réanimation, ils ressemblent beaucoup plus à ça, d'accord, qu'à un patient qui va être à même d'être réhabilité. Et on fait parler les données des études. Vous voyez donc dans cette étude publiée dans l'American Journal que les doses de sédation pendant les 7 premiers jours sont quand même les plus importantes. L'étude de Laurent Papazian, bien évidemment, qui rappelle l'utilisation des curares sur les 48 premières heures chez les patients SDRA sévères.
Donc réhabiliter un patient cœurisé, à voir comment on peut faire, et évidemment certains patients décubitus ventral. Donc ça, c'est les patients qu'on a dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait en réhabilitation précoce? Il y a des enquêtes de pratique qui ont été menées, d'accord? Et bien dans les 7 premiers jours, qu'est-ce qui est fait? Il est fait pas d'activité, d'accord? Donc aucune réhabilitation précoce, éventuellement la mobilisation, d'accord? Autre étude, donc la même étude observationnelle dont je vous ai parlé en tout début de présentation, donc en gris, niveau d'activité 0, sur les 7 premiers jours, vous voyez une très très forte proportion à ne pas faire d'activité physique. Pourquoi? Parce que quelle réhabilitation, en vrai, espérez-vous faire chez un patient qui est sédaté? On peut lui faire... Vous pouvez balancer des idées? Qu'est-ce que vous faites à des patients sédatés? Allez-y, criez fort. Hein. Vélo, mobilisation passive. Quoi d'autre? Électrostimulation. C'est tout? On s'arrête là? Peut-être des petites interventions aussi sur les muscles respiratoires, mais on vous a vu, on n'a pas 36 solutions. Eh bien, nous, on a fait une étude chez le patient sédaté, d'accord, qu'on a publié dans Critical Care l'année dernière, où on a testé 4 techniques possibles d'utilisation de réhabilitation précoce. Donc, évidemment, nous, kinésithérapeutes, fiers de nos mobilisations passives. Donc, mobilisation passive, cycloergomètre de lit passif, électrostimulation seule du quadriceps, et nouvelle technologie, stimulation électrique fonctionnelle. Vous savez, c'est le motomètre qui est couplé à un dispositif d'électrostimulation qui va stimuler en fait en fonction du mouvement par des impulsions électriques. Donc c'était une étude en crossover où on a analysé les effets physiologiques de ces interventions. Donc à la fin, on a analysé 19 patients en crossover, donc ça faisait pas loin de 80 interventions analysées. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré le débit cardiaque de ces patients-là. Je vous rappelle que le débit cardiaque est directement lié à l'intensité de l'effort, d'accord? On a une augmentation linéaire du débit cardiaque en fonction de l'intensité et de l'énergie dépensée, d'accord? Pour répondre aux besoins oxydatifs et à la consommation musculaire en oxygène. Donc on a fait une mesure de débit cardiaque avant les exercices et on a fait une mesure de débit cardiaque toutes les 3 minutes jusqu'à 10 minutes d'exercice et à 5 minutes de pause. Et pendant l'effort, on a fait une mesure de spectrométrie proche infrarouge musculaire. Donc ça permettait en fait de capter l'extraction musculaire de l'oxygène. Donc plus mon muscle travaille, plus il va consommer de l'oxygène. Et voilà nos résultats. Donc malheureusement, je suis désolé de dire que la mobilisation passive, le cycloergomètre de lit passif et la stimulation seule du quadriceps n'entraîne aucune intensité chez le malade parce qu'on n'avait absolument pas de variation du débit cardiaque et c'était totalement corrélé avec nos résultats de spectrométrie proche infrarouge. Comment interpréter ce graphique? Pas très joli. L'oxyhémoglobine en rouge, d'accord? Donc si le muscle consomme de l'oxygène, mon oxyhémoglobine doit diminuer. La désoxyhémoglobine en bleu, si mon muscle extrait de l'oxygène, la désoxyhémoglobine doit augmenter. Donc on avait une légère tendance à la stimulation électrique seule pour un peu d'extraction de l'oxygène, mais au final pas significatif. Et la seule des technologies qui fonctionnait, visiblement qui augmentait vraiment le débit cardiaque et qui entraînait une consommation musculaire de l'oxygène, c'était le dispositif de stimulation électrique couplé au pédalage. Qui a ce dispositif ici dans la salle? À l'essai. Le coût du dispositif, c'est environ 17 000 €. Je crois qu'on l'a eu à 17 000 € parce qu'on l'a négocié, on a pris le matériel qu'ils utilisaient déjà, etc. C'était pas du neuf, mais voilà, ça coûte 17 000 €. Alors, pourquoi pas? On sépare les deux. On a des cycloergomètres de lit, on a l'électrostimulation, et on n'a qu'à faire séance de cycloergomètre de lit plus séance d'électrostimulation. Guillaume Fossa est dans la salle ou pas? Je tiens vraiment à féliciter l'équipe de Guillaume Fossa pour cette étude parce que c'est quand même le Journal de l'Association médicale américaine, c'est une des 3 meilleures revues mondiales de médecine générale, d'accord? Et c'est vraiment, je suis très très fier que des kinésithérapeutes français aient réussi à passer une très très belle étude sur 300 patients là-dedans. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire. Je vous invite à applaudir Guillaume juste pour ça. Et allez-y. Et je vais le remercier aussi parce que son étude m'a été très profitable pour cette présentation. Donc Guillaume Fossa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évalué exactement ça. Vélo de lit plus électrostimulation versus réhabilitation précoce standard. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc 158 patients dans le groupe intervention, 154 dans le groupe contrôle. Vous avez vu, c'est pas une étude de merde. Et
Temps moyen d'administration de la première séance de réhabilitation, 30 heures après l'admission du patient. Si ce n'est pas de l'urgence, après on va carrément se mettre à mettre des vélos pendant que les patients sont intubés. D'accord ? Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux en termes d'urgence dans cette étude. Et je vous montre le résultat principal de cette étude. Il est complètement négatif. D'accord ? Il n'y avait vraiment pas d'intérêt dans son étude à faire ce genre de réhabilitation chez les patients. Donc si vous n'êtes pas content, vous ne m'écrivez pas à moi, vous écrivez à Guillaume Fossa, vous aurez son adresse mail dans son article. Et alors je suis allé regarder un petit peu pourquoi. Pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi ils n'avaient pas de résultats statistiquement significatifs. Je suis allé voir dans ces supplemental data, d'accord, donc c'est les tableaux en fait qui ne sont pas publiés directement dans le papier, c'est les tableaux que vous avez après en libre accès sur le site internet de la revue. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que sur les 3 premiers jours, eh bien, globalement, une très forte proportion de ces patients n'étaient pas capables de répondre aux ordres simples. D'accord ? Pourquoi ? Probablement parce qu'ils étaient trop sédatés encore. Et donc, les mobilisations qui étaient effectuées, je vous le donne dans le mille, la majorité c'était des mobilisations au lit et majoritairement des mobilisations passives. Il m'arrêtera à la fin si je me suis trompé dans l'interprétation de ces résultats. Et donc, pas étonnant, chez le patient sédaté, à qui on s'enquiquine à faire des mobilisations passives inutiles, qu'on n'ait pas de résultats a posteriori. Même étude, encore dans le JAMA, par Maurice, globalement, pas de différence sur la diminution du temps d'hospitalisation en réanimation. Et vous voyez, mobilisation passive, DEJ1, super, on est trop fiers, 87% des séances acquises, alors que des levées, ça va arriver déjà plus tardivement, des exercices de résistance avec une proportion effectuée bien moins importante. D'accord ? Peut-être que les choses utiles, on arrive à moins bien les faire. Pourquoi ? Eh bien, étude binationale entre l'Australie et l'Écosse qui montre que la sédation et l'endotrachéal tube, donc la sonde d'intubation, sont les principales barrières à l'application d'une réhabilitation précoce. Donc à partir du moment où le patient est sédaté, ça veut probablement dire que ça ne sert à rien d'aller le réhabiliter. Donc emmerdez vos médecins, emmerdez les internes pour qu'ils diminuent les doses de sédation. Ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Ils ne vont pas vous manger. Hein. Que faire chez le patient sédaté ? D'accord ? Globalement, moi, j'étais pas là hier, mais j'ai appris qu'il y avait eu un débat sur la kiné respiratoire. Je pense qu'il ne faut absolument pas faire de kiné respiratoire chez le patient intubé sédaté. Mathieu, je t'en prie. Pas de mobilisation précoce, d'accord ? Et Pierre, une petite dédicace sur le massage. Je pense pas qu'il faille faire de massage non plus chez ce genre de patient. La véritable urgence, elle est là. La véritable urgence, elle est sur la sédation de nos patients et sur le sevrage de la ventilation mécanique. Si moi je passe beaucoup de temps, c'est franchement à enquiquiner les équipes médicales pour essayer de sevrer, diminuer les doses de sédation et extuber les patients le plus précocement possible. Si vous extubez plus vite votre patient, il y aura beaucoup moins d'impact fonctionnel sur sa musculature au décours de ça. Et ça, ce n'est pas un concept qui est nouveau, d'accord ? Il y a Girard qui a publié dans le Lancet déjà il y a 10 ans qui s'était dit moi je vais essayer de faire un protocole de levée de sédation, d'arrêt total des sédations journalier plus une épreuve de ventilation spontanée parce que la ventilation spontanée est très très importante pour limiter l'altération du muscle respiratoire par rapport à la ventilation volumétrique contrôlée. Et donc 2 bras dans cette étude, donc un bras contrôle qui avait quand même la ventilation spontanée, d'accord ? Et un bras intervention où c'était un arrêt total journalier des doses de sédation. S'il y avait un échec, on reprenait les sédations, mais à dose diminuée de moitié. D'accord ? Et on essayait tous les jours comme ça. Qu'est-ce qu'elle a donné, cette étude, comme résultat ? Elle a montré qu'on arrivait à extuber plus vite nos patients. D'accord ? On arrivait à les faire sortir de réanimation bien plus vite. Et sur la mortalité, qui est un critère sexy, hein, c'est un bon critère brut, c'est pas que sur les mesures échographiques, etc. En comparaison avec la réhabilitation précoce, donc vous voyez cette fameuse méta-analyse dont Pauline n'a présenté qu'une petite partie des résultats tout à l'heure, en vrai les résultats généraux de cette méta-analyse, ils sont complètement négatifs sur la mortalité quant à l'utilisation de la réhabilitation précoce. Alors que simplement arrêter les sédations des patients et les laisser respirer tout seuls, d'accord, on avait vraiment une belle différence statistiquement significative sur la mortalité des patients. Ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas le seul guignol du coin à le penser. D'accord ? Il y a eu un très bel édito fait par 2 grands pontes de la réanimation, McConville et Kress, qui ont publié dans le New England Journal of Medicine, qui ont dit
qui ont donné leur approche en fait concernant le sevrage de la ventilation mécanique. Donc ils ont repris ce fameux algorithme de décision avec l'épreuve de sevrage de 30 minutes. Ouais, super, ça marche bien. Est-ce que mon patient il est réveillé? Est-ce que mon patient il tousse? Ok, dans ces cas-là, je l'extube. Sinon, non, si le patient devient un peu polypnéique, monte sa tension, etc., je remets les paramètres ventilateurs et je le laisse encore 24 heures de plus dans le service. Eh bien, eux, ils disent clairement qu'il faut savoir casser les règles, d'accord? Et leur approche, c'était de se dire, on réveille le patient, et même s'il est encore un peu endormi, même s'il est dans les choux, même s'il tout saute pas trop, on l'extube, d'accord? On fait des extubations un peu agressives, et vraiment, ils sont convaincus que sur les fameux 720 000 patients qui arrivent chaque année en réanimation, on va avoir de meilleurs résultats, on va au final diminuer le temps de sevrage de ces patients, on va au final diminuer l'impact de la réanimation chez ces patients, même si, il le reprécise quand même, chez certains patients, malheureusement, il y a des échecs, ils ont peut-être un taux d'échec d'extubation qui est légèrement supérieur aux moyennes nationales. Néanmoins, chez le tout venant, leur durée de séjour en réanimation est bien moins importante. Le message que je veux vous faire passer, c'est: vous aurez beau faire ce que vous voudrez, vous aurez un patient sur 2 qui sortira avec une neuromyopathie de réanimation, que la réhabilitation précoce appliquée dans la vie de tous les jours, elle est limitée par la sédation. Les mobilisations passives, ça ne sert à rien. D'accord ? Ça n'a aucun effet sur la fonction musculaire. Ne perdez pas 15 minutes à mobiliser 10 fois dans toute l'amplitude, etc., les 4 membres de vos patients. Trouvez autre chose pour vous occuper. Et que plus vite un patient sera sevré de sa ventilation mécanique, moins de réhabilitation il aura à pratiquer par la suite. Je vous remercie de votre attention.